Donc merci d'être venu. En fait, l'idée, comme Marc Rosé vous l'a dit, c'est qu'on a plusieurs collections aussi, des CD, des partitions, mais toute une section de presse. On a à peu près 500 abonnements de presse musicale spécialisée qui sont archivés dans toutes les langues et 150 abonnements actifs. Et ça faisait longtemps qu'on voulait aborder le sujet de la critique musicale. Et voilà, la revue Audimat semblait un bon prétexte pour aborder ce sujet-là avec Olivier Lam et Étienne Menu. Étienne Menu qui est journaliste à GQ et rédacteur en chef de la revue Audimat qui est ici. Et Olivier Lam, rédacteur en chef du site de Drone et journaliste à Libération. Alors je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître la revue Audimat, le contraire m'étonnerait fortement, mais j'aimerais bien quand même qu'on revienne un petit peu sur la genèse en fait de cette revue et la question qu'on avait abordée pour préparer un peu l'entretien. J'ai dit c'est un peu la question bateau, mais voilà, quelle pertinence et quel est le souci qu'on peut avoir quand on décide de faire une revue papier à l'heure d'Internet. Voilà, c'est un peu une question bateau, mais c'est quand même la première question qui, moi, m'est venue quand j'ai réfléchi à ça. Bonsoir déjà et merci beaucoup d'être venus nombreux. Ça fait toujours plaisir, que, nous, moi et l'équipe d'Audimat, de voir qu'on est un petit peu suivis. Ta question est pas du tout bateau parce qu'en fait, pas mal de gens, quand on leur dit on fait une revue, déjà ils identifient ça à un magazine. Donc quand on leur montre et qu'ils voient que ça ressemble à un livre et qu'il n'y a pas de photos, il faut aussi pouvoir... voilà, c'est un objet qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, notamment pour les mélomanes, en fait, enfin pour les gens qui écoutent de la musique et qui sont plutôt habitués à s'informer en lisant la presse, que ce soit la presse quotidienne, la presse magazine ou la presse web, ou en écoutant la radio. Donc non, le projet en fait vient d'une idée qu'on avait, Guillaume Huguet, que je ne vois pas mais qui doit être là, et moi en 2011. Moi en fait j'avais traduit plusieurs livres écrits par des journalistes anglais et américains pour les éditions Alia et puis pour d'autres choses au sujet de la musique donc et en fait je me disais, il y a aussi beaucoup d'autres livres que j'aimerais voir traduits en français. Le problème, c'est que parfois, c'est des sujets trop pointus, donc l'éditeur va pas forcément avoir de quoi... Enfin, ce serait lui faire courir un risque que de traduire le livre en entier. Donc, on avait au départ songé à faire une sorte de digest qui publierait des extraits, un chapitre ici, un chapitre là, de différents livres, récents ou pas, en anglais, publiés sur la musique. Et puis en réfléchissant à ça avec Guillaume, on s'est dit qu'on pourrait du coup étendre ça, enfin faire participer des Français. On connaissait autour de nous des auteurs, dont Olivier ici présent, mais aussi des gens qui ne sont pas forcément journalistes musicaux, ni même chercheurs sur la musique. On cherche aussi, on essaye aussi de faire travailler des gens qui ont des profils qui sont entre les deux ou pas du tout liés à ça, mais juste qui aiment la musique et qui aiment écrire. Donc l'idée en fait c'était de faire une revue qui parle donc pas mal d'histoire parce que les bouquins que j'ai pu traduire pour Alia notamment c'est des bouquins qui parlent de choses qui datent Alia, vous devez certainement connaître le genre de livres qui sont publiés, c'est des choses qui parlent de l'histoire de la pop des années 50 aux années... Bon, il y a des choses récentes, mais c'est quand même surtout sur les débuts des années 50, 60, 70. Donc il y avait une vocation historique et puis aussi une vocation de réflexion... on va pas dire philosophique, mais en tout cas de réflexion théorique sur l'écoute de la musique, la consommation de la musique, et aussi le fait de parler de musique et de la critiquer. Donc il y a aussi un aspect un peu réflexion sur notre propre attitude d'auditeur et de critique qui était en jeu dans cette revue. Voilà, donc on a lancé, on avait cette idée-là, on l'a proposé à un premier éditeur qui nous a finalement pas donné suite. Et Samuel Aubert, ici présent, qui est le directeur des siestes électroniques, qu'on connaissait depuis très longtemps, s'est montré en fait intéressé par le projet et il s'est engagé avec nous là-dessus. Et on a sorti un premier numéro en 2012. Et voilà, depuis là, on va sortir le numéro 5 bientôt. Voilà. Et du coup, les différents sommaires ont pris une orientation. Enfin, donc, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale finalement qui se dégage au fur et à mesure des numéros, ou c'est chaque numéro
Et voilà, se Non, suffit à lui en il n'y a pas, lui-même. il y a pas de ligne éditoriale en fait parce que pour des raisons qui sont raisons. C'est aussi l'organisation, c'est-à-dire que c'est assez difficile en fait d'avoir 6 articles qui nous donnent satisfaction et surtout de trouver des gens déjà intéressés pour écrire sur un thème qui soit commun. On va pas on va pas faire un numéro spécial rap ou un numéro spécial funk ou je sais pas. Enfin, prendre un thème en fait c'est un peu compliqué. On a parfois 2 textes comme c'est le cas du dernier numéro. On a 2 textes sur la musique japonaise. Là dans le prochain numéro on va avoir 2 textes sur le rap. Mais faire un numéro entier à thème c'est un peu compliqué à mettre en place. Et je trouve aussi que c'est bien. C'est pas vraiment voulu, mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir des sommaires qui ratissent assez large et qui partent un peu dans tous les sens, entre guillemets. Et ça permet aussi l'espace, ça je vais peut-être demander à Olivier, qui justement a la double casquette d'écrire à la fois sur Internet et sur des papiers plus longs. C'est peut-être un espace un peu plus propice à l'étude et à s'éloigner un peu de l'hyper-réactivité qu'on peut avoir sur Internet, en tout cas de ce qu'on voit dans les médias un peu plus importants. Mais je crois que une des idées initiales de l'IMAT, c'était de sortir de l'actualité complètement. C'est-à-dire laisser des chercheurs ou explorer des sujets dont ils estimaient que, même s'ils étaient très spécifiques, ils pouvaient parler au plus grand nombre, ne serait-ce que par la manière dont ils étaient étudiés. Et donc, en tout cas, moi, j'ai participé 2 fois à 2 numéros de l'IMAT différents. Et c'est vrai que pour les 2, ça a été l'occasion d'aller vraiment explorer en détail des choses qu'aucun magazine actuel, en tout cas en France, ne permet de le faire, parce que c'est des travails qui sont au long cours, qui demandent un travail de recherche, qui demandent un travail de maturation théorique, j'ai envie de dire, et qu'effectivement la revue est un peu l'endroit idéal pour le faire. On dit souvent qu'Internet, parce qu'il n'y a pas de limitation technique, permet des formats longs. Je sais qu'il y a des sites qui sont montés sur cette idée, comme Gonzai par exemple. Mais la réalité, c'est que les gens qui lisent des longs articles sur Internet, finalement, sont minoritaires. Et qu'on a remarqué qu'avec l'évolution technologique d'Internet, fait que les formats les plus adaptés à la lecture, et j'ai envie de dire aussi qui plaisent le plus aux annonceurs qui achètent de la pub sur Internet, sont les formats les plus courts et les plus réactifs et les plus immédiats. Voilà. Donc finalement, on se retrouve à totalement opposer les deux. En fait, la forme papier comme c'est le papier qui est un média froid, comme on dit, même si le magazine, je crois, est un média, c'est ça, tu me reprends si je me trompe, et un média tiède. La revue, c'est totalement un média froid, et Internet, c'est un média brûlant, voilà, si j'ose dire. Et en tant que journaliste, justement, est-ce qu'il y a une sorte de peut-être pas frustration, on va aborder un sujet qui vous tient à cœur, enfin disons un petit peu plus tard, je vais pas dévoiler la suite, mais est-ce que justement ces genres de revues sont des refuges pour vous en tant que journaliste qui permettent ça, ou non, c'est juste quelque chose en plus est-ce que je veux dire, est-ce que être critique musicale sur Internet aujourd'hui, c'est différent quand vous l'êtes dans un format papier plus long? Est-ce que vous prenez une posture différente? Est-ce que vous vous interrogez de façon différente? Ou non, c'est juste le cadre Non, on ne parle pas pareil sur Internet. De toute façon, il y a des milliers de nouvelles, il y a de nouvelles manières de s'exprimer et d'écrire, notamment sur la musique, qui sont développées sur Internet. On va pas revenir en détail, mais on a beaucoup de formes différentes, ne serait-ce qu'en France. Moi, pour situer le travail que je fais à The Drone, donc un travail d'écriture au quotidien, quand je me donne du temps pour écrire un article, c'est 3 heures. C'est-à-dire que le temps d'écriture d'un article,
c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Soit c'est quelque chose qui est calé à l'avance, qui est vu avec une maison de disques, par exemple, pour une écoute de disque ou quelque chose comme ça. Soit on a vu débarquer une news importante sur Internet, et là, il faut être extrêmement réactif. Et évidemment, le travail théorique et critique, même empathie, forcément. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses qui sont faites sur Internet, ce qui ne veut pas dire que dans l'urgence, il n'y a pas des choses très intéressantes qui peuvent sortir, mais c'est sûr que c'est un temps d'écriture et de réflexion qui est extrêmement différent, quoi. Et surtout, c'est pas le même. L'approche est différente, certes, mais les objets sont pas les mêmes aussi. C'est surtout ça le truc, c'est que on peut parler d'un truc donc hors actualité, comme disait Olivier. Et puis on peut clairement, disons, on n'a pas la pression de dire oui, mais ça va pas faire de clics, ça va pas intéresser les gens connaissent pas assez, ils vont tourner la page, etc. Donc ça permet d'avoir, comme on n'a pas de pression économique, enfin quasiment pas, on peut effectivement aborder les sujets qu'on veut. Enfin, je pense à l'article. Dans ce numéro-là, on avait un article sur Robert Quine, qui est guitariste assez méconnu, enfin qui a joué avec Lou Reed et Richard Hell, donc qui n'est pas non plus inconnu, mais c'est effectivement quelqu'un que seuls dans un même rock et folk, je pense, hésiterait peut-être un peu à y consacrer une sorte de plus d'une page, quoi. Donc il y a un truc dans le choix des objets qui est différent. Ensuite, il faut savoir qu'on a publié plusieurs fois dans les traductions qu'on a fait dans Audimat, on a publié des choses qui étaient d'abord publiées en ligne en anglais. Le premier article de notre dernier numéro, contre les top 10, c'est un article qui était sur The Quietus. Voilà, on a publié plusieurs fois des choses qui étaient. Après, les Anglais, j'ai l'impression, enfin bon, ensuite on pourra revenir là-dessus ou pas, mais la culture de la critique musicale anglo-saxonne, et comme c'est une musique qui est faite chez eux, ils ont un rapport plus passionné, en tout cas, c'est considéré comme beaucoup plus accepté de s'exprimer longuement et de manière un peu tortueuse sur la musique et sur l'écoute musicale, quoi. Je pense à deux choses par rapport à ce que vient de dire Étienne. Il y a deux choses. Il y a Internet n'a pas seulement changé la manière dont on lit sur la musique, mais Internet a changé la manière dont on écoute la musique et dont on apprend à la connaître, dont on la connaît. Donc évidemment, on ne peut pas en parler de la même manière. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Et après, il y a aussi le fait qu'effectivement, on est en France et qu'en France, c'est un fait, la musique n'intéresse pas autant de monde que dans les pays anglo-saxons. Voilà. Ça a toujours intéressé une minorité de gens. On s'est toujours adressé à des niches. C'est un problème de la presse spécialisée depuis des décennies. C'est encore plus le cas aujourd'hui, finalement, avec Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de gens qui s'intéressent à la musique. Mais les gens qui s'intéressent à la musique savent savent aller la chercher à la source. C'est-à-dire, soit ils vont sur des médias dans des langues étrangères, principalement l'anglais, soit ils sont directement en contact avec les labels qui les intéressent, soit ils ont des... C'est-à-dire que le biais par lequel les gens vont chercher les informations n'est plus forcément le média. Donc on se retrouve dans une espèce de situation quasiment de redondance qui fait que c'est jamais extrêmement aisé d'écrire sur la musique aujourd'hui sur Internet, puisqu'effectivement on est immédiatement, il y a une sorte de méfiance du lecteur qui dit mais à quoi ça sert d'écrire sur la musique si y a un morceau de musique en dessous, ce qui est évidemment quelque chose, je me porte absolument en porte-à-faux total par rapport à cette idée, mais enfin c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête en fait quand on écrit sur Internet sur la musique aujourd'hui, qui est que on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Si on s'adresse à un néophyte, il y a un énorme travail à faire. Si on s'adresse à un spécialiste, il y a un autre travail à faire. Et en plus, faut savoir aussi que les gens, le comportement, les habitudes des gens qui vont sur Internet, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les fils d'actualité, c'est principalement suivre ce qui buzz dans la journée. Donc si vous n'êtes pas dans la direction du buzz, c'est de plus en plus difficile d'exister. C'est un autre problème. Ça, c'est une histoire économique, mais voilà. Je pense que hier, les sites spécialisés en musique ont fait encore moins d'audience
parce qu'il y a Joey Star qui a mis une claque à un type à la télévision. Voilà. C'est une réalité, hein, vraiment. Oui. Mais il y a aussi effectivement le fait de lire sur la musique. Moi, par exemple, j'avais fait un article pour GQ sur l'album que Booba a sorti il y a à peu près 1 an, et j'avais titré Booba, rappeur inconscient. Bon, pour expliquer qu'il fait pas du rap conscient, etc. Bon, c'est un titre, voilà, histoire de faire cliquer. Et en fait, je me suis rendu compte dans les réactions, parce que l'article avait beaucoup tourné, parce qu'il avait été retweeté par les managers de Booba, etc. Et plein de gens, en fait, n'avaient lu que le titre et m'agressaient en me disant pourquoi tu dis qu'il est inconscient, Booba, etc. Enfin, il y a une forme c'est pas un réflexe en fait de lire au-delà du titre et de pas. Enfin, c'est un titre, une vidéo et voilà. Pour beaucoup de gens, ça. Bon après, il s'agit pas d'avoir une lecture décliniste du truc. Je pense que c'est vraiment ancré dans la culture française bien avant Internet. Et je discutais récemment avec quelqu'un qui a des responsabilités dans un média important qui me disait autant débattre sur un film, sur un livre, sur une exposition, tout le monde est à peu près d'accord. Bon, ça passionne pas des millions de gens, mais tout le monde est à peu près d'accord. Débattre sur un disque, en fait, si le disque, les gens le connaissent pas, ils trouvent que qu'on les prend de haut. Enfin, il y a avec la musique un rapport assez complexe en France. Oui, non, mais c'est un des sujets que je voulais aborder parce qu'on en avait parlé un peu. Ça m'a même presque surpris d'ailleurs. C'était avec Samuel, donc qui est éditeur de la revue, qui me disait oui, on pourra parler d'audimat et de la critique comparée de la musique par rapport aux critiques des autres industries culturelles, que ce soit c'était même le jeu vidéo, la littérature. Mais même la musique classique, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, quand tu regardes, quand tu écoutes des émissions qui parlent de musique classique, c'est tout à fait. Bon, après, c'est un milieu où effectivement il faut une sorte de formation, etc., pour comprendre. Mais en tout cas, parler en détail de la structure d'un concerto pour violoncelle de Bach, ça, tout le monde est d'accord, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les gens qui écoutent de la pop, et je dis ça, je pense de la pop au sens très très large, les musiques populaires, quoi, c'est pas forcément un réflexe, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément très bien accepté d'en parler en détail. On se dit mais c'est de la musique, c'est pas la peine d'en parler. En fait, cette espèce de sous-texte anime beaucoup la culture musicale en France, en tout cas. Je pense que pour revenir sur l'histoire de comparaison, je pense qu'on est beaucoup plus comment dire, on est beaucoup plus, on a beaucoup plus baigné dans une culture de la critique sans le savoir, malgré nous en France. De manière inconsciente, ce qui nous amène à aujourd'hui, peu importe l'époque à laquelle on a grandi d'ailleurs, à accepter la critique cinéma, à accepter la critique d'art, à accepter et par contre la critique d'objets, on va dire, de musique actuelle, pour être extrêmement large, elle est il n'y a pas vraiment une grande tradition de ça. Il y a la critique rock, ou la rock critique, qui est en gros liée à ce que faisait rock et folk, et ensuite un peu à Best, mais finalement, elle n'a pas vraiment créé d'école ou de contre-école. C'est pas comme en cinéma, par exemple, où en gros, entre Positif et les cahiers du cinéma, ça fait 6 décennies, 7 décennies que c'est une guerre fratricide, qu'il y a encore des cinéastes qui n'ont pas le droit de citer 70 ans après dans les cahiers du cinéma et inversement. Ça n'a jamais été le cas en musique, et c'est vrai qu'il y a tout de suite une suspicion dès qu'on commence à parler de pop musique, encore une fois de manière très large, de manière théorique. Je dis ça de manière extrêmement large, c'est-à-dire quand je dis théorique, c'est juste en acceptant que la musique pop n'est pas seulement faite pour divertir, mais qu'elle est traversée, comme tous les autres objets artistiques, de plein de choses, de politique, de société, qu'elle reflète son époque, elle reflète les anxiétés de son époque, les nouvelles formes qui naissent, les formes qui meurent, etc. etc. Ne serait-ce que aborder ça sous un autre angle que sous l'angle hagiographique ou historique, c'est quelque chose qu'il faut encore se battre en France pour ça. Et c'est vrai que voilà, Audimat, c'est une des raisons d'être de la revue, je pense, depuis le début. C'est-à-dire considérer qu'il n'y a pas d'objet artistique qui ne serait pas digne d'être analysé avec les moyens théoriques les plus élaborés, quoi. Voilà. Vous parlez souvent, je suis d'accord, de l'exemple français, du cas français, mais est-ce que ce serait lié aussi à la pop musique, au
sens large, française. Est-ce que c'est parce que aussi cette musique populaire française n'est pas traversée ou moins traversée que la musique anglaise, ou est-ce que c'est vraiment du journalisme, enfin une question de critique journalisme? Est-ce que ce serait pas lié à l'objet quand même de... Enfin, je dis quand même, je m'interroge en vous écoutant en fait, mais... J'aurais pu. J'ai été tenté de le croire assez longuement, et en fait pendant longtemps, comme effectivement la pop musique française était peu abordée par la critique pop française, je me disais que effectivement c'était parce qu'elle était de mauvaise qualité que du coup les gens s'y intéressaient pas. Mais en fait, quand on regarde bien, que ce soit dans des choses très pop, notamment aujourd'hui, en fait, qu'on aime ou on n'aime pas, des choses, enfin vraiment le haut des charts, si on regarde que ce soit Maître Gims, Stromae ou Louane, par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes. Enfin, en tout cas, la pop française, je trouve, a pris des formes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus ouvertes à ce qui se fait en général en musique dans le monde que ce qui se passait il y a dans les années 90 en France, par exemple. Bon, bref, on va pas faire de comparaison entre eux. Mais il y a quelque chose de... Non, je pense que la pop musique française, justement, dans son... Je sais pas si c'est pareil avec la pop musique italienne, allemande ou espagnole, mais il y a un rapport à un complexe d'infériorité par rapport à la musique anglo-saxonne. On sait que justement la French Touch s'est construite dans un rapport d'admiration et en même temps un peu d'appropriation étrange de la musique américaine, californienne, de la house de Chicago, etc. Donc c'est des choses qui sont actives et qui permettent, à mon avis, de donner matière à réfléchir, très clairement. En fait, je crois que la musique française, les Français n'aiment pas beaucoup leur musique, en fait, ça depuis toujours, à part la chanson, on va dire la variété. Et ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, on commence à accepter certains objets qui avaient été jugés totalement, je vais dire, sales pendant des décennies, comme pour le coup des objets dont on reconnaît aujourd'hui qu'ils étaient traversés par énormément de choses. Je pense à, je sais pas, Jean-Michel Jarre par exemple, qui n'est pas seulement réhabilité comme un artiste, mais qui est réhabilité comme une personnalité culturelle importante, qui a une importance par rapport aux institutions, par rapport à la manière dont il a fait bouger les choses. C'est quand même le premier occidental qui a fait un concert dans la Chine populaire, c'est quand même pas rien. Et il a fallu 20 ans ou 30 ans pour que on commence à accepter ces objets-là, et c'est d'ailleurs assez passionnant, au-delà de tous les disques qu'on réédite aujourd'hui, etc. Moi, j'ai écrit un article donc, sur la pop japonaise des années 80 dans le dernier numéro d'Animat, et j'ai réalisé à quel point c'était difficile, outre le fait que j'avais pris plein de notes, que j'avais plein de savoirs, que je m'étais beaucoup renseigné sur le contexte, etc. À quel point tout ça, finalement, était extrêmement loin de moi, était un objet... quand bien même j'ai été plusieurs fois là-bas, etc. J'ai des amis, etc. Mais à quel point ça restait quelque chose, d'un objet à distance, alors que dès que j'écris sur la musique française des années 80, par exemple, je réalise à quel point c'est naturel de faire les liens entre les choses. À quel point mes intuitions, en fait, parce que simplement c'est une culture dans laquelle j'ai grandi, c'était finalement quelque chose de plus... j'étais pas plus légitime, mais c'était tout simplement plus facile de relier les points, quoi. Et donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, je pense, même si la musique du passé ça commence à bien faire, mais il y a un gros travail à faire, je pense, du côté justement un gros travail critique, je parle vraiment de manière très large, à faire sur la musique française depuis l'après-guerre, la musique populaire française depuis l'après-guerre, comme il est fait, je sais pas, sur le cinéma en ce moment, où on peut aller voir des films de Duvivier au cinéma, par exemple. Mais oui, enfin, je terminerai juste, c'est ce que tu disais, Olivier, les Français aiment surtout, enfin la culture majoritaire, entre guillemets, française, aime surtout la chanson française et a une perception de la musique qui est, disons, centrée sur les textes, la poésie des textes. Il y a un spectre littéraire derrière la musique française, globalement. Ensuite, ce serait
idiot de penser que le langage dans la musique anglo-saxonne n'est pas important non plus, puisque bon, la plupart des grands tubes américains ou anglais, les gens connaissent les paroles par cœur et les paroles leur parlent aussi. Mais disons qu'il y a un rapport au langage un peu moins sacralisé, et le fait de considérer le langage comme une matière qui puisse se transformer strictement en son, en musique, et ne soit pas juste le véhicule d'un sens, et mieux accepté outre-Atlantique et outre-Manche que chez nous. Voilà. Quand on a discuté un peu de cette réunion, très rapidement, alors on va changer un peu de sujet. C'est toi, Étienne, qui m'a dit on pourrait vraiment parler du Kanye West comme objet discographique, objet musical voilà, pertinent, sur lequel on peut se poser la question du rôle de la critique musicale, de l'objet de disque qui n'en est pas un, enfin voilà, toute cette question-là. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça t'est venu un peu naturellement Alors, en fait, la réflexion qu'on peut avoir sur le disque de Kanye West, enfin en tout cas, moi, la réflexion que ça m'inspire est aussi touffue et confuse que le disque lui-même à mes oreilles, en fait. Confuse, je dis pas ça dans un sens inécoutable, etc. Mais en fait, ce disque-là et Kanye West, d'une façon générale, moi, me pousse dans mes retranchements de critique musicale, parce que c'est vraiment un artiste que j'ai très vite arrêté d'essayer de comprendre, en fait, et arrêté d'aimer aussi, hein, parce que personnellement j'ai des goûts en rap assez traditionnels, et en gros à partir du moment où il a commencé à ne plus, disons, se contenter de faire du rap et à faire de la musique très pop et très ouverte, et finalement très expérimentale, même si le mot veut pas dire grand chose comme ça, j'ai été perdu, et je me suis très vite dit un peu bêtement, voilà, je suis resté sur mes acquis entre guillemets de mélomane et de critique musicale qui est censé connaître beaucoup de choses, etc. Et je me suis dit il s'égare, il est pris du complexe de l'artiste qui est bon dans une sorte de cadre assez limité, mais où il est excellent, et il a un complexe il aspire à une sorte de grandeur artistique, il se prend pour un grand artiste, et du coup il se plante. Alors que je comprends en réécoutant ces disques et en comprenant surtout comment ils sont reçus, en fait, et j'ai du mal à décrire précisément la nature de la réception qu'a sa musique, parce que c'est plus que sa musique, c'est sa musique, son personnage, la façon qu'on a de parler de sa musique, la façon qu'il a d'organiser ses albums et le discours qui va autour de ses albums, la façon qu'il a d'intervenir parfois comme un commentateur plus que comme un véritable rappeur auteur dans ses disques. Enfin, en fait, il bouscule toutes les lignes de compréhension et d'encadrement du sens qui peuvent être les miennes quand j'aborde un disque, et qui fait qu'aujourd'hui je comprends vraiment presque rien à ce qu'il essaye de faire, alors qu'Olivier visiblement comprend beaucoup mieux et apprécie beaucoup plus. Non, mais déjà, tu disais objet discographique. Là, pour le coup, son dernier album n'est pas un objet discographique, puisque c'est un disque. Le disque n'est pas sorti. Enfin, il est sorti, mais il ne cesse de sortir et de ressortir depuis des semaines et des semaines. Et après avoir été annoncé pendant des mois, avoir changé de titre 3 ou 4 fois, être finalement arrivé. Puis on nous a dit que la forme sous laquelle il était arrivé, moi je m'en souviens, parce que j'ai écrit un long papier sur Libération, et qu'on attendait en fait. On devait publier le papier le mardi, ou le mardi, et on attendait en fait que le disque sorte. Il devait sortir un jeudi, et finalement le dimanche matin il n'était toujours pas arrivé. Il est arrivé le dimanche matin, je suis sorti de mon lit, j'avais un texto qui me disait ça y est, il est là, je l'ai téléchargé. 10 minutes plus tard il n'était plus disponible. Et ensuite, et depuis, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, qu'il n'arrête pas d'être mis à jour. Il y a des nouvelles versions modifiées qui n'arrêtent. Donc, moi, j'ai complètement arrêté j'ai décrété que la version que j'avais téléchargée le dimanche, c'était la bonne, et voilà. Mais je me trompe sûrement. Mais après, est-ce que le disque est si chamboulé que ça, en fait ? Au-delà de ça, cette sortie disque-là, qui est déjà quelque chose d'extrêmement confus et chaotique, et je pense qu'on est tous d'accord ici pour penser que ce n'est plus
projet marketing, mais juste le fait d'un type complètement dément qui a un objet entre les mains qui est l'immédiateté d'Internet. Ce qui est fou, c'est que c'est arrivé après des mois et des mois de tergiversation dont on a pu lire les retournements quasiment minute par minute sur Internet. Ce qui nous fait revenir à la chose dont on parlait tout à l'heure, qui était comment écrire sur la musique à l'époque où, avec cette espèce d'immédiateté, cette espèce de flux dans lequel on est pris toute la journée quand on est journaliste, mais pas seulement, aussi quand on est juste quelqu'un qui s'intéresse notamment à la musique, par exemple, mais c'est valable pour tout le reste. C'est l'impression d'être pris dans une centrifugeuse comme ça, qui vous lâche jamais. Et là, sur le Kanye West, ça atteint une espèce vraiment de point complètement délirant, où sur certains sites, je pense à un site américain qui s'appelle Complex, qui fait le gros de son trafic avec une sorte de... C'est du people... c'est une espèce de people rap, quoi. People rap, quoi, voilà, qui tourne autour de la famille Kardashian et de quelques rappeurs qui sont sur Twitter. Des embrouilles entre Drake et Meek Mill, etc. Voilà, sur Twitter, c'est vraiment un truc très intéressant. Je pense que 70% des articles étaient consacrés à Kanye West. Et là, on se dit, mais qui maîtrise ce truc ? Je pense que c'est pas Kanye West, je pense pas que c'est son équipe, de communicants. Je pense pas non plus que du côté de la presse, on maîtrise totalement le truc. Je pense qu'il y a des moments où les mecs prennent juste, il faut une pause à la machine à café, ils se disent mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi ? Est-ce qu'on n'est pas en train on vend la soupe de qui ? Et puis les lecteurs qui sont les premiers à râler, mais qui finalement sont les premiers à cliquer aussi. Donc on est pris dans cette espèce de délire, et au milieu de ça, il y a un objet qui n'arrive même pas à être terminé. Donc je pense que là, on atteint quand même un niveau... Kanye West était déjà un objet complexe. Moi, je me rappelle qu'on s'est... longuement déjà, je crois qu'on avait débattu à l'époque sur une radio sur Radio Campus sur My Beautiful Twisted Dark. Voilà, bref, deux albums en arrière qui étaient déjà un objet qui n'était pas facile. En gros, c'était impossible d'arriver à fixer un angle précis sur comment aborder ce truc. Et voilà, et Kanye West est fascinant aussi pour cette capacité à la fois lui-même être dépassé par toute cette toute cette merde qui l'agite, et en même temps être un mec qui arrive à produire des objets artistiques qui en sont vraiment l'incarnation la plus parfaite. Donc moi pour ça me passionne, outre le fait que je trouve qu'il arrive à produire des morceaux de musique absolument fascinants avec ça. Enfin voilà, c'est à la fois un symptôme et un peu autre chose, mais personne n'y comprend rien, je crois. C'est ça le truc. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que là, récemment, je voyais qu'il avait tweeté justement au sujet de tiens, je vais ajouter un morceau ou en enlever un ou poster une nouvelle version, etc. Et à la fin de son tweet, il avait mis #contemporary art. Donc pour expliquer, en fait, c'était genre, en fait, si vous comprenez pas ce que je fais en tant que gens qui écoutent de la musique normalement, bah, référez-vous à ce que font les artistes contemporains. Et c'est là que ça devient intéressant, ou en tout cas un peu vertigineux, c'est on se dit, alors il essaye de déplacer dans un monde de consommation pop quand même relativement simple, un objet qu'on écoute, qu'on aime, qu'on réécoute ou pas, qu'on va partager, etc. Il essaye de bousculer tout ça avec des idées qui bousculent l'idée de goût, d'aimer, d'avoir le goût de ce qu'il fait ou pas, de finalement complètement remettre en question, pas remettre en question, mais en tout cas faire en sorte de dépasser complètement la question de est-ce que je suis un bon rappeur, est-ce que je suis un bon producteur, un bon chanteur, est-ce que mes chansons sont vraiment bonnes, puisque là sur le dernier album il y a des moments superbes mais qui durent 30 secondes, ou parfois c'est des sortes de virgules comme ça qui sont magnifiques mais qui sont ensuite éclatées dans quelque chose qu'on comprend plus, etc. Donc en fait il joue, et je pense que là c'est pas qu'il est pas dément et qu'il se rend bien compte qu'il est, en fait il profite de l'attention énorme qu'il a pour pouvoir être plus capricieux, c'est une sorte de surcaprice, en fait il surjoue le caprice pour pouvoir complètement déjouer les attentes de son public et
en déjouant les attentes de son public, là où un artiste normal qui sortirait de sa ligne droite habituelle, les gens diraient ouais bon bah, on n'aime pas son album parce que c'est pas lui. Là justement le fait qu'il ne soit pas lui plaît aux artistes, au public. Voilà. C'est en ça que je trouve, enfin je simplifie peut-être un peu le problème, mais c'est cette espèce de sortie de lui-même en permanence qui le rend intéressant et qui fait son identité en fait. Moi, dans l'absolu, ce qui me plaît aussi, c'est que les journalistes on va dire, qui parlent de musique actuellement ont l'air d'être très frustrés de plus avoir de... Quand David Bowie est décédé, on a dit il n'y en aura plus jamais des comme ça, nos artistes, voilà, David Bowie est mort et on a ce trou du cul, excusez-moi, j'utilise des gros mots, mais de Kanye West qui sort son nouvel album, qui va reprendre ses chansons, c'est indécent, etc. C'est la peur panique en fait de plus avoir d'artistes en fait à la hauteur de nos souvenirs de ce qu'était un grand artiste. Voilà, Michael Jackson n'est plus là, David Bowie est mort. Est-ce que Kanye West pourrait être l'incarnation de ce qu'est un grand artiste pop aujourd'hui? Et là, évidemment, on se retrouve avec des débats absolument à couteau tiré entre les gens qui veulent absolument... je trouve ça absolument indécent même qu'on évoque son nom. Mais de fait, par rapport à l'effet aimant qu'il a sur son époque fait que indéniablement on peut pas dire que Kanye West n'est pas un artiste important, peu importe qu'il reste ou qu'il reste pas d'ailleurs, et je pense qu'on est frustré avec cette peur panique que la musique, que les choses dont on parle aujourd'hui n'accéderont jamais à la postérité. Moi je trouve ça très frappant d'entendre parler des journalistes anglo-saxons de Kanye West, parce qu'on a l'impression que soit ils en font trop, soit ils en font pas assez. C'est-à-dire, soit ils se sentent obligés de dire que c'est l'artiste le plus important actuel, soit faut absolument considérer que c'est un artiste mineur. Je pense qu'il est ni l'un ni l'autre, mais voilà, ce qui focalise médiatiquement tendrait à prouver qu'il est l'artiste le plus important de notre époque, pas pour ce qu'il produit artistiquement, mais pour le miroir qu'il représente de notre époque, quoi. Voilà, après, je ne sais pas si on peut encore parler de postérité, si on pourra encore un jour parler de postérité par rapport au régime médiatique qui est le nôtre, par rapport à notre pop culture qui est devenue extrêmement différente de la pop culture qu'on a connue dans les années 90, 80, 70, etc. quoi. Ouais, on peut pas parler de postérité tout de suite. Après, ça fait quand même maintenant... le premier album, c'est 2004. Et en gros, il commence à être reconnu comme... Enfin, médiatiquement, il y avait sa sortie sur Katrina qui était en 2005. Donc, en fait, c'est il y a plus de 10 ans maintenant. Et 808s and Heartbreak, c'est 2008, 2009, je sais plus. Donc, ça fait quand même un peu de temps maintenant. Enfin, ce serait un peu absurde de dire oui, il rentre pas dans la postérité dans la mesure où il vend beaucoup de disques, il gagne beaucoup d'argent avec sa musique et que c'est une personnalité médiatique quand même de c'est pas une star éphémère de quelques années, quoi. Non, bien sûr, mais c'est savoir, même pour les critères des vieux entre guillemets, il tient la route, quoi. C'est-à-dire que des gens voilà, quelqu'un de 18 ans aujourd'hui, il entend parler de Kanye West depuis qu'il a 9 ans, quoi. Évidemment, non, mais c'est juste que c'est-à-dire que le Kanye West existe tellement dans un immédiat incessant, c'est-à-dire qu'il est surprésent sur les réseaux sociaux, etc. Et je veux dire, dès qu'il y a une apparition dans un restaurant, et parce que les sites aujourd'hui dépendent tellement de ce genre de bêtises médiatiques autour de ce genre de personnages qu'on a l'impression qu'il n'existe plus que uniquement de cette manière. Ce qui fait que pour certains personnages médiatiques, je pense à certains chanteurs, on en arrive à cette espèce de paradoxe absolu par rapport à la présence médiatique, qui est que quelqu'un qui n'est pas sur Twitter serait quelqu'un qui se rendrait lui-même rare et lui-même
comme si c'était forcément une stratégie marketing de ne plus se mettre en avant. Ce qui est quand même quelque chose de, voilà, je trouve de merveilleusement paradoxal, c'est-à-dire qu'on en vient à commenter quelqu'un qui ne fait rien. Voilà, David Bowie, typiquement, les 7-8 années qui ont précédé sa mort, il a sorti un album, mais il ne répondait plus aux interviews, il était absent des médias. Et on ne cessait de commenter son absence. Alors que c'était juste, il n'était pas absent des médias, il était juste, il vivait sa vie en fait. Ce qui est quelque chose de. Je pense à un autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui après je vais m'arrêter parce que je suis beaucoup trop bavard, mais aujourd'hui la vie d'un artiste ou la vie d'un groupe, généralement, elle est de 3 albums. Aujourd'hui, les groupes se séparent. Je pense par exemple à LCD Sound System, voilà, qui a fait 3 ou 4 albums. Ils se sont séparés et ils se reforment déjà. Alors qu'il fut une époque où un groupe, en gros, il n'avait pas le choix. Il sortait un disque par an, il sortait un disque, il allait sur la route 6 mois, il rentrait en studio, il faisait un autre disque, et c'était comme ça. Et dans ce régime-là, il y avait des disques qui étaient moins bons. Mais quand un disque était moins bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dire ils sont finis, ils sont terminés. Juste, on estimait que le disque était moins bon, et puis on attendait le suivant, quoi. On est complètement sorti de ce régime-là d'existence des artistes de la musique pop. Et je pense que c'est quelque chose, on ne s'est pas encore fait à cette idée. C'est-à-dire que la critique rock en est encore à juger les objets tels qu'ils arrivent, en appliquant des grilles, on va dire, de storytelling. Oui, ça n'a pas trop avancé par rapport à l'album précédent, où il se répète, des choses comme ça. Ouais. Alors qu'on n'en est plus du tout là, en fait. Aujourd'hui, la carrière d'un groupe, c'est quelque chose finalement d'extrêmement éphémère. Bref. Juste, j'ai pensé avec l'idée d'éphémère. En fait, il faut quand même aussi, là, on n'en parle pas du tout, mais je disais juste tout à l'heure, c'est plus que de la musique Kanye West. Effectivement, surtout, il fait en parallèle de sa musique, de la mode et la présentation pour l'écoute de son album. Au Madison Square Garden, c'était aussi un immense défilé. Enfin, c'était pas un défilé parce que les gens étaient immobiles, mais c'est en tout cas un show de mode. Et ça, je pense qu'il faut. C'est peut-être aussi pour ça que moi, en tout cas, ne suivant pas la mode, je suis un peu largué. C'est que c'est quelque chose. Je pense qu'il a vraiment une intelligence de fashion designer dans sa façon d'envisager la musique. C'est-à-dire que quand quelqu'un de novice, enfin un profane de la mode, regarde un défilé d'un couturier un peu, un peu pas trop plan-plan, il va dire mais c'est pas portable ça. Et en fait, moi quand j'entends la musique de Kanye West, je me dis mais en fait ça c'est pas un morceau, enfin ce morceau est pas portable, enfin il est pas écoutable en fait. Et j'ai l'impression qu'il utilise un peu le même type d'assemblage d'idées et de sons dans sa manière de faire des vêtements. Après, j'ai pas l'œil, bon, ça a pas l'air d'être non plus que des trucs importables, mais ça a l'air d'être quand même souvent assez baroque, quoi, dans sa façon de faire les volumes, etc. Et du coup, je me dis que c'est directement, c'est le même cerveau qui fabrique les fringues et qui fait sa musique. C'est pas comme certains artistes qui peuvent être, disons, écrivains et cinéastes et qui sont dans 2 sphères complètement différentes. Là, il a vraiment une forme. Et surtout, il se démarque complètement des autres rappeurs qui ont pu faire de la mode, comme Jay-Z ou Sean John, ou Puff Daddy, qui avaient vraiment ils ont créé des marques de mode, mais dans un mode business pour, disons, investir l'argent qu'ils gagnaient avec la musique. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Et il a vraiment une intelligence d'artiste fashion qui nourrit complètement son travail de musicien. Tu l'aimes pas, quoi. Ce qu'on peut se demander, c'est si c'est est-ce que c'est le début de quelque chose, ce genre d'album, de mixtape interchangeable. Enfin, est-ce que c'est un album, est-ce que c'est une mixtape, est-ce que c'est quel objet, on disait que c'est pas un objet discographique, mais quel objet musical c'est, est-ce que c'est vraiment lié à sa je pense pas qu'on puisse avoir la réponse tout de suite, mais si ça devient une sorte de nouvelle norme et de nouvelle façon de produire et de diffuser de la musique par la suite, s'il est repris parce que finalement on se rend compte que ça marche, etc. La question aussi, c'est que le critique musical va être bousculé dans sa fonction. Moi, j'avais pensé à ça en lisant l'article d'Olivier dans Libération. Le chapeau, c'était jamais un album n'a autant bousculé les codes de sortie et affolé les réflexes médiatiques. Et un peu plus loin,
Cet album restera aussi comme le premier disque qui aura amené le cirque médiatique de la pop culture en ligne à son point de rupture. Donc, est-ce que c'est le premier disque dans le sens... Enfin, on peut pas savoir s'il y en aura d'autres, mais je porte à penser que c'est pas forcément... qu'il a peut-être ouvert une boîte de Pandore et que... est-ce que la critique musicale va devoir se repenser vis-à-vis de ça, ou on verra bien ou... La critique musicale, elle doit se repenser tout le temps. À chaque, régulièrement, il y a des nouveaux... Je pense que la critique musicale, elle est vraiment intéressante au moment où elle essaie d'accompagner l'émergence de quelque chose qui la dépasse un peu. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des objets musicaux qui, voilà, au début, voir de manière définitive, m'interroge totalement. C'est-à-dire que j'en viens à poser la question de la raison d'être de certains objets. Donc, on n'a pas attendu Kanye West pour ça. Ce qui est intéressant autour de ce disque de Kanye West, c'est qu'il est... c'est vrai que c'est rare qu'il y ait eu des objets aussi malades de cette envergure-là. C'est-à-dire qu'il intéresse autant de monde en même temps. Ça, c'est quand même quelque chose de... C'est pas la première fois. Il y a eu des grands disques... Il y a eu des très grands disques de pop qui étaient aussi de la musique expérimentale. Je sais pas, Sgt. Pepper's des Beatles, par exemple, pour citer l'exemple le plus évident. Mais après, je pense pas qu'il faut ramener les procédés de création et les processus un peu fous de Kanye West, notamment sur cet album où il fait défiler des dizaines d'artistes, de rappeurs, de producteurs, etc., pour finalement garder un bout de phrase, un cri, et puis finalement reconstruire tout au dernier moment dans des régimes temporels complètement dingues où il est encore en train de travailler sur un morceau alors que le disque devrait déjà être dans les usines. Je pense pas qu'il faut en faire qu'il faut y voir un nouveau régime qui serait le nouveau régime de la pop actuelle. Je pense que le cas de Kanye West, qui est un peu psychiatrique, il est vraiment très particulier. Il se trouve qu'il est étonnamment, je trouve, adapté à la manière un peu psychiatrique dont on évolue sur Internet en ce moment. Mais c'est quand même un type qui est très à part. Après, il y a tu as évoqué la mixtape, c'est un autre sujet qui n'est pas complètement différent, puisque effectivement, on arrive à un moment où, notamment dans le monde du rap, les rappeurs n'ont plus besoin de vendre des disques pour exister médiatiquement. Voilà, pour occuper le terrain. Qu'à la limite, même pour occuper le terrain, il vaut mieux qu'ils sortent un maximum de mixtapes gratuites et que du coup, ça nous donne des objets à écouter qui sont différents des albums rap, de ceux qui sortaient dans les années 90, dans les années 2000, voire de ceux qui sortaient il y a quelques années, et que c'est l'espèce de changement de paradigme même économique et quelque chose qu'on n'a pas encore complètement intégré. C'est-à-dire que on peut être très fan d'un rappeur et ne pas avoir téléchargé ses 3 dernières mixtapes, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire... on est à un moment très intéressant où dans plein de genres de musique très différents, il y a des nouveaux formats qui émergent, qui nous posent plein de questions, parce qu'effectivement, on est complètement sorti du train-train de l'album qu'on reçoit 3 mois avant, avec l'artiste qui vient en promo, qui vient vendre sa soupe, on l'interview, on sort l'interview une semaine avant ou une semaine après la sortie de l'album. C'est vrai que les journalistes qui continuent à travailler comme ça, je pense, sont un petit peu en dehors de la réalité de ce qu'est la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique, elle sort en cassette, elle sort en mixtape, elle sort sur Bandcamp, elle est auto-éditée, elle est rééditée, elle est rééditée en vinyle, des fois, elle a 30 ans, mais elle avait jamais été entendue par personne avant. Elle est faite par des gens célèbres, elle est faite par des gens complètement inconnus. Et moi, je ressors toujours un peu le même exemple, qui est quand on a deux fenêtres ouvertes sur un écran d'ordinateur. Il y en a une, c'est le New York Times, et l'autre, c'est un blog fait par un gamin au fin fond de l'Afrique du Sud. Les deux médias ont la même importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un média qui a une autorité plus forte que l'autre. Et je pense que pour l'art, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour la musique notamment, cette ère où on faisait confiance les yeux fermés à
à des gens qui s'occupaient de labels est un petit peu terminée. Voilà. Et que c'est difficile. Il y a, je pense, trop peu de prophètes qu'on peut suivre les yeux fermés aujourd'hui. Et il faut faire confiance aux modes, il faut faire confiance j'ai envie de dire, au bouche à oreille presque sur Internet pour arriver à aller dénicher les choses là où elles sont les plus passionnantes, quoi. Il y a un gros travail de tamis à faire quand on est journaliste. Peut-être qu'on avait un peu oublié de faire ces dernières années, quoi. D'autant que la musique, elle est disponible pour tout le monde. On n'est plus à cette époque où on était journaliste, on allait chercher un objet obscur qui était disponible uniquement en import dans un disquaire. Dans une ville en Europe et finalement les gens lisaient l'article mais ne pouvaient jamais entendre la musique. Aujourd'hui c'est instantané, quoi. Oui, mais en même temps il continue d'y avoir des trucs qui ont 500 vues sur YouTube et ça bouge pas non plus des masses quand tu retournes sur la page 3 mois plus tard, mais il y a quand même toujours un truc. Il y a des œuvres d'art qui sont plus intéressantes que d'autres. Je dis pas que oui, on est que c'est le Far West, hein, mais en tout cas ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé, quoi. Bien sûr, mais effectivement c'est-à-dire que quand tu es fan de musique et que tu as pour réflexe de chercher beaucoup de choses, tu les trouves hyper facilement et c'est super. Ensuite, quand tu ne t'intéresses qu'un peu, que de temps en temps à la musique, mais que tu as quand même envie d'en écouter, il y avait un article du Guardian il y a un mois ou deux où il expliquait qu'effectivement les gens, enfin les millennials, les 13-17 ans, avaient pas, quand on leur demandait c'est quoi votre genre de musique préféré, personne n'arrivait à répondre parce qu'en fait ils n'ont pas de genre préféré. Puisque les artistes qu'ils écoutent mélangent les genres en fait. En revanche, dans les artistes favoris, c'était quasiment que des artistes qui vendaient beaucoup de disques quand même. Donc il y a aussi Après, bon, il faudrait voir sur le long terme comment ça se passe. Je ne sais pas exactement ce qui va ressortir du tamis, comme tu disais, mais je ne suis pas sûr que les artistes qui font de la musique, entre guillemets, avec un son qui sort un peu de ce qui peut passer à la télé, à la radio ou dans les musiques de films, qui sont quand même maintenant des canaux d'écoute hyper importants, soit des choses qui puissent être autant écoutées que Kanye West ou Selena Gomez. Mais d'ailleurs, juste après, j'arrête, mais je pense à ces cycles de musique, comment ils s'appellent, qui sont cités dans le livre de John Seabrook, là. Je sais plus. Bon, bref, il y a la pop musique depuis depuis une trentaine d'années, elle suit des cycles. Il y a des moments où elle est plus aventureuse et des moments où elle est plus sucrée, on va dire. Et là, on est dans une configuration inédite où peut-être à cause d'Internet, en fait, le disque est rayé depuis 7-8 ans. C'est-à-dire que tout ce qui est poussé dans les charts en permanence, c'est ce qu'ils appellent de la pure pop, c'est-à-dire de la pop un peu teenage, en gros Katy Perry, c'est-à-dire ou Taylor Swift, qui est cette... en gros, normalement, on aurait dû déjà être au cycle suivant qui serait plus proche de ce qu'on avait au début des années 2000, quand le R&B, par exemple, était produit par Timbaland et les Neptunes. Or, non, c'est pas ça qui arrive. Donc je pense qu'on a un moment très intéressant puisque c'est un moment qui est inédit dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de la musique pop. Voilà. Bref. Mais on a beaucoup dévié par rapport à la question de tout à l'heure qui était en gros est-ce que Kanye West nous pousse à écrire sur la musique différemment. Non, mais juste pour terminer, je complète, voilà, c'est ce que je voulais dire, je voulais compléter ta réponse. Si un artiste un peu moins connu, je parle même pas d'un artiste underground, mais si un artiste un peu moins connu que Kanye West sortait un album en disant une demi-heure après l'avoir posté, ah non en fait c'est pas cette version que je veux poster, etc., et qui modifiait 8 fois la version, je pense que beaucoup des fans de l'artiste un peu moins connu
lâcherait l'affaire et le trouverait un peu ridicule. C'est aussi parce que c'est Kanye West et qu'on attend ça de lui. Je pense que même si, j'en sais rien, même si Jay-Z faisait ça, ça marcherait pas. Jay-Z sort un album, le dernier album qui a sorti 1 an et demi, 2 ans, je sais plus quoi. C'est un album hyper solide, c'est presque du, je sais plus qui avait comparé ça à du classique rock, quoi. C'est un album avec une grosse pochette, des morceaux avec des thèmes, avec des invités, avec 4 gros producteurs derrière. C'est présenté comme un album de U2 quasiment. Ensuite, il y a l'opposé, enfin l'autre tendance, c'est celle de, pour rester dans le rap, de Young Thug ou Future, qui eux sortent à flux tendu. Young Thug par exemple peut enregistrer 3, 4, 5 morceaux comme ça en une soirée sans aucun problème. C'est pour ça qu'il sort des mixtapes tous les 4 matins, parce qu'il est vraiment, il a une, c'est même pas, je pense, par souci, enfin si, il y a forcément le souci d'être présent et d'occuper le terrain, mais c'est aussi parce qu'en fait, il n'a pas une conception de l'œuvre genre je vais réfléchir à mon texte parce que peut-être qu'en fait, c'est pas exactement ça que je veux dire. Il peaufine pas, quoi. Après, c'est ça qui fait la beauté de sa musique dans la plupart du temps. Mais voilà, je pense que, en tout cas, le modèle, enfin l'exemple, le cas de la Life of Pablo va pas, en tout cas tout de suite, servir de modèle. Après, des groupes indés, je termine là-dessus, des groupes, je pense à Boris, le groupe japonais, ils ont l'habitude, c'est un groupe de métal en gros, ils ont l'habitude de sortir plusieurs versions différentes d'un même album, avec des pressages japonais où ils vont pas prendre le même ingénieur du son, où ils vont pas avoir le même track listing, etc. Donc c'est pas exactement la même chose, mais il y a en tout cas le fait d'avoir des versions flottantes d'une même œuvre, c'est quelque chose qui existait déjà un petit peu, en tout cas dans les musiques un peu plus confidentielles. Et juste pour revenir, pour conclure là, tout début de ta question, qui était est-ce qu'on écrit sur Kanye West différemment? Moi, la chronique que j'ai écrite pour Libération, que j'étais obligé de faire extrêmement rapidement, je l'ai vraiment fait une critique d'un disque comme si c'était la version définitive. Et j'ai essayé, et d'ailleurs, enfin, même sans faire beaucoup d'efforts, j'ai vu j'ai vu une volonté et une construction narrative que je pense je n'aurais absolument pas perçu si j'avais su que le disque allait être de nouveau modifié derrière. Donc finalement, on en revient un peu toujours à nos vieilles marottes du disque terminé, parce que c'est difficile d'écrire sur un disque qui n'est jamais terminé. Voilà. Et ce qui me fait juste penser que est-ce qu'on sait comment les gens écoutent cet album? Est-ce que beaucoup de gens l'ont écouté en tant qu'album, ou est-ce que, comme la plupart des gens, et je sais que c'est un peu tarte à la crème de dire ça, ils écoutent une fois en entier pour voir les morceaux qui leur plaisent, qui plaisent, et ils en gardent, j'en sais rien, 3, 8 dans leur téléphone, et leur consommation de l'album, c'est la consommation en fait d'un tiers ou de 2 tiers de l'album, ou parfois d'un seul morceau. Moi, ça m'a fait un petit peu penser, c'est un peu une vue de biais, mais au moment où Aphex Twin avait balancé tous ces centaines de morceaux sur SoundCloud d'un coup, et on se retrouvait, tous les fans se retrouvaient avec des heures à écouter. Et comment faire? Est-ce qu'il faut faire des compiles? Est-ce qu'on écoute tout? Il y a des zips qui se... bon, c'est pas la même chose. Alors, mais il avait pas dit c'est un album ou c'est un triple album. Il avait vraiment dit voilà mes morceaux. Vous en faites ce que vous voulez, quoi. Bon, c'est pas... On pourrait rebondir là-dessus, mais on n'a pas trop le temps, je pense. Mais voilà, c'est quand même le cadre d'Internet permet à des musiciens de s'amuser un petit peu. Alors l'idée, c'est pas forcément de conclure, mais si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors c'est toujours, faut toujours commencer s'il y en a. Si vous n'en avez pas, faut pas se forcer. Mais s'il y en a, je vais me lever et je vais vous tendre le micro, et Olivier et Étienne se feront un plaisir d'essayer de vous répondre. Non, mais c'est pas... Alors je sais pas si vous avez un mot de conclusion ou pas, on peut continuer un petit peu, mais voilà, l'idée c'était de parler en tout cas de votre métier aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour, c'est impossible de le faire complètement. Mais... En tout cas, moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est que je serais ravi de discuter avec des gens qui ont écouté l'album de Kanye West en le prenant comme quelque chose de simple et d'immédiat, et qui ont trouvé une musique évidente. Voilà.
Il y a des morceaux que j'ai trouvé très évidents, mais Ok. mais cela dit, comme Olivier, je me suis arrêté à la version que j'ai eue à un moment T et je l'ai pris tel quel. Et c'est vrai que j'ai pas eu. Je me suis plus amusé à aller voir. Il a remis un morceau et puis, en l'écoutant. Après, c'est vraiment une question de tracklisting, etc. Parce que même la version qui était une sorte de gros teaser qu'il a fait au Madison Square Garden, moi je l'avais chroniqué pour le site de GQ et des gens m'avaient dit oui, c'est honteux, c'est même pas l'album vraiment, etc. Avant même qu'on sache qu'il allait avoir 8 versions. Bon, finalement, c'était pas non plus genre. C'était pas comme si on avait 6 morceaux sur 20, quoi. Il y en avait bien les 3/4 au moins, quoi. Et sont juste, pour terminer, c'est moi qui vais arrêter après, j'ai vu qu'il y a un fan qui a porté plainte il y a 2-3 jours contre Kanye West. Alors pas tant de façon... en lisant le titre, je me suis dit, ouais, Non, en fait, c'était vraiment... comme il avait dit que l'album ne serait que sur Tidal, il s'était inscrit, il avait donné ses coordonnées, ses coordonnées personnelles, son adresse mail, son adresse postale apparemment aussi. Et l'album est sorti sur Spotify, sur iTunes, alors qu'il est never en Apple, etc. Et donc ce fan a décidé de porter plainte en voulant en fait retirer toutes ses informations personnelles et se faire rembourser l'abonnement Tidal du fait de ça. Voilà, c'est sur le coup, j'ai trouvé ça anecdotique et finalement je me suis dit que c'est peut-être révélateur aussi voilà. Il y a un engagement, effectivement. En fait, ça implique aussi un truc de. On vous vend une marchandise, il faut qu'elle soit. C'est presque considéré comme un défaut de fabrication, en fait, de modifier comme ça le disque qui est acheté par les gens qui, effectivement, s'abonnent à Tidal. Oui, c'est un truc que je trouve assez intéressant par rapport au fait que les gens aujourd'hui consomment la musique beaucoup par streaming et que contrairement à ce que ça avait l'air d'être au début, à savoir que il suffirait de s'abonner à un service, à Spotify ou Deezer, on pourrait accéder à toute la musique du monde. On se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche, la musique, qu'il y a des exclusivités, qu'il y a des droits, qu'il y a des territoires, etc. Et que finalement, les gens allaient être obligés de s'abonner, non pas à un service, mais à 4, 5, 6, et que par exemple, si vous voulez écouter le catalogue Def Jam, il serait obligé de s'abonner à Tidal. S'il voulait il faudrait qu'il s'abonne à Apple Music pour écouter tel autre genre de musique, etc. Et finalement, les gens vont se retrouver à payer tous les mois, je sais pas, 30, 40, 50 euros. Voilà, moi, ça me laisse très songeur par rapport à tous les gens qui pensaient qu'Internet rendrait la musique gratuite. Parce que finalement, ça représente... plus ou moins moi ce que je dépensais comme budget disque quand j'étais un peu plus jeune, quoi. Donc mais c'est une mutation qui est pas inintéressante et je pense que c'est amené à être de plus en plus le cas. Voilà, c'est-à-dire qu'on ira sur je sais pas quelle plateforme pour écouter les Beatles et je sais pas sur quelle autre plateforme pour écouter Rihanna, quoi. Effectivement, Pablo était disponible que sur Tidal et j'ai vu un article qui accusait d'ailleurs Kanye West et Tidal d'avoir sorti des chiffres qui étaient nord-coréen d'après l'article, puisqu'il disait que c'était qu'en une semaine, je ne sais plus exactement les chiffres, en une semaine, il y avait eu 250 millions de plays, enfin d'écoutes, ce qui pourrait ne pas être impossible si puisque c'est un système de clientèle captive, etc. Mais il comparait ça, il disait qu'en gros, Adele avait fait 200 millions de streaming, mais en un mois et demi, et elle était sur et son morceau c'était le morceau sur YouTube, donc un truc sur lequel on n'a pas à s'inscrire, etc. Donc en gros les chiffres étaient peu réalistes, mais on sent qu'en tout cas avec Tidal il y a des enjeux et l'album de Rihanna aussi est sorti uniquement, enfin en tout cas au départ uniquement sur Tidal, et pareil c'était un enjeu énorme. L'album est un peu étrange d'ailleurs, on dirait une sorte de, enfin on se dit que 3 ans ou 4 ans je sais plus, alors qu'elle sortait des albums chaque année, on s'attendait peut-être à quelque chose de, voilà, un peu un album pour vraiment concurrencer Beyoncé dans un délire grande musique, etc. Là, l'album ressemble, enfin, il y a vraiment des super trucs, mais il semble fait un peu sans une énorme, enfin, avec une ambition moins importante que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Merci beaucoup. C'était très intéressant et voilà, je vous invite. On va prendre un petit verre et on pourra discuter de façon un peu plus informelle, du coup, si vous voulez poser des questions, pas dans le micro. Voilà, vous êtes bienvenus pour revenir à la médiathèque quand vous voulez.
juste pour répondre, nous, par exemple, on a pris un chemin, enfin, c'est pas un chemin inverse, mais samedi, on remet des vinyles au prêt. Ce qui était avant, on prêtait des vinyles, ils ont été enlevés. Maintenant, on met des vinyles au prêt, mais on met des vinyles de labels qui ne sortent que des vinyles. Donc, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait plus proposer à notre public certains titres et certaines musiques, tout simplement parce qu'elles sortaient que en vinyle et en numérique, et que nous, on était axés sur le CD. Donc, on a pris cette décision, pas tant pour surfer sur la mode, parce qu'on ne va pas racheter les Led Zepp en vinyle ou que sais-je, mais pour vraiment répondre. Donc voilà, nous, en tant qu'institution, on se retrouve, alors c'est pas le même sujet, mais on se retrouve quand même confronté à cette mouvance de l'industrie musicale qui va dans tous les sens, du vinyle à... Et donc là, c'est un système d'échange. Alors là derrière, c'est un système d'échange. Les vinyles seront prêts, c'est-à-dire vous pouvez emprunter comme on peut emprunter pour l'instant des CD ou des livres, vous pouvez emprunter maintenant des vinyles. Ça va être un beau fond, hein. C'est principalement musique électronique et rock, mais je vous invite à venir voir. C'est là qu'on va voir si les gens achètent vraiment les vinyles juste pour décorer leur salon comme ça. Exactement. Beaucoup dit, ou s'ils les prennent. S'ils les prennent pour écouter. Peut-être que personne va en emprunter. En fait. Non, pour nous c'est un pari parce qu'on se demande aussi si on sait que le vinyle a ce côté objet fétiche et qu'on achète de la musique, on achète un objet, voilà. Pour nous c'est un pari, mais qu'on a envie de tenter pour voilà, parce qu'on était frustrés de ne pas pouvoir présenter certains labels. Ou certains artistes qui ne sortent qu'en vinyle aujourd'hui. Mais venez voir dès samedi. Merci. Et pas merci. Merci beaucoup d'être venu.